Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons parler de Sans famille. Il s'agit d'un roman d'Hector Malot paru en 1878. Rémi est un petit garçon de 8 ans et il habite chez Mère Barberin à Chavanon. Le mari de cette femme est tailleur de pierre à Paris et Rémi a grandi sans le connaître. Un jour, un homme a apporté la nouvelle d'un accident de Père Barberin qui est maintenant estropié. Le mari a besoin d'argent pour intenter un procès à son employeur afin de recevoir des indemnités suite à son accident. Mère Barberin envoie plusieurs fois de l'argent, elle est même obligée de vendre la vache, ce qui fend les cœurs de Rémi et de Madame Barberin et qui est une source de malheur chez les paysans de cette époque. Pour Mardi Gras, Madame Barberin veut faire des crêpes avec des beignets. Puisqu'elle n'a plus de vaches, elle emprunte les ingrédients nécessaires un peu partout chez les voisins. Sans que l'on s'y attende, Père Barberin revient à la maison. Il ne veut pas de crêpes et il désire que Madame Barberin lui fasse une soupe à l'oignon. La femme obéit à son mari. Rémi part se coucher. Madame Barberin et son mari pensent qu'il dort, mais l'enfant écoute leur conversation. Le procès de Monsieur Barberin est perdu. Il en veut à Madame Barberin d'avoir gardé l'enfant qu'elle devait emmener aux enfants trouvés. La mère n'a pas eu le cœur de le faire et elle l'a gardé comme si c'était son propre fils. Père Barberin veut s'en débarrasser. Maintenant il n'a plus d'argent et vu qu'il est estropié, il n'a plus le moyen d'en gagner. Rémi, de par sa faible constitution d'enfant des villes, ne pourra pas travailler la terre. Après le départ de Père Barberin, Rémi se lève et va vers Madame Barberin. Elle lui explique qu'il a été trouvé dans de beaux langes dans une rue de Paris. Père Barberin espérait une récompense de la part de ses parents riches. C'est la raison pour laquelle il l'a gardé un moment. Monsieur Barberin l'a ramené à Madame Barberin, qui avait perdu récemment un enfant du même âge. Après 3 ans sans nouvelles, Jérôme a dit à sa femme de donner l'enfant à l'hospice, mais elle ne l'a pas fait car elle s'était trop attachée à Rémi. Le lendemain de son arrivée, Monsieur Barberin se rend au village avec Rémi dans le but d'obtenir de la mairie une pension pour l'enfant. Au café, il rencontre un vieil homme accompagné de 3 chiens et d'un singe. Cet homme dit à Monsieur Barberin de ne pas attendre de pension de la part de la mairie. Il lui propose de louer son fils pour 20 francs par an. Cet homme s'appelle Vitalis et il dirige une troupe composée d'un singe appelé Monsieur Jolicoeur, de Capi, un caniche blanc, de Zerbino, un barbet noir, et de Dolcé, une petite chienne grise. Rémi servira de compagnie au vieil homme et il travaillera durant les spectacles. Si Monsieur Barberin rentre à la maison avec Rémi, ce n'est que pour le vendre plus cher le lendemain à Vitalis. Il va le vendre aux 40 francs avec ses affaires. Rémi est obligé de partir avec Vitalis, même si cela représente un déchirement de se séparer de Madame Barberin. Il se met à pleuvoir et ils dorment dans une grange. À Ussel, Vitalis achète à Rémi des souliers et quelques vêtements que Vitalis transforme afin de faire passer Rémi pour un Italien. Rémi doit rapidement travailler. Il va jouer dans un numéro qui s'appelle « Le domestique de Monsieur Jolicoeur » où le plus bête des deux n'est pas celui qu'on pense. Rémi doit alors jouer le rôle du nouveau domestique de Jolicoeur et paraître plus bête que lui. Pour la première représentation, Rémi réussit son rôle. Puisque les animaux ne connaissent que quelques tours, ils ne peuvent pas rester longtemps dans la même ville et ils quittent Ussel. Vitalis connaît les régions qu'il traverse grâce aux livres. Rémi ne sait pas lire. Vitalis lui apprend à lire grâce à des morceaux de bois découpés dans une planche dans laquelle sont gravées des lettres. Capi apprend les lettres plus rapidement que l'enfant. Vitalis lui apprend également la musique. Rémi, qui était un enfant chétif, se fortifie au grand air. Vitalis et Rémi parcourent diverses régions. Rémi apprend le métier de montreur de chiens. Il passe dans les Landes où Rémi prend peur après avoir vu de nuit un homme monter sur des échasses. Il traverse diverses régions et il passe l'hiver à Pau où il y a peu de vent et où ils font beaucoup de recettes. À Toulouse, ils ont un problème avec un agent de police. Cet agent ne veut pas qu'il reste là et il veut que les chiens aient des muselières. Vitalis ne veut suivre aucune de ses recommandations.
Le lendemain, Vitalis envoie Rémi préparer le terrain, tandis que lui-même arrivera plus tard et tournera l'agent de police en dérision, ce qui sera le clou de son spectacle. Les choses ne se passent pas comme prévu. Rémi reçoit un soufflet de l'agent. Vitalis s'interpose et il finit arrêté par le policier. Rémi se rend à l'audience de la police correctionnelle comme le lui a demandé Vitalis. Ce dernier reçoit une peine de 2 mois de prison et 100 francs d'amende. L'aubergiste ne veut pas garder l'enfant car il ne sait pas s'il pourra être payé. Rémi part seul sur les routes avec les animaux. Il a peu d'argent. Zerbino vole de la nourriture. Comme il a peur d'être puni, il s'échappe. Rémi ne peut pas abandonner le chien. Il décide de jouer de la musique en attendant. Une femme, Madame Milligan, et un petit garçon nommé Arthur sont tous deux sur un bateau et ils entendent la musique. Rémi joue pour eux. Rémi et ses animaux sont invités à manger sur le bateau appelé le Cygne. Arthur est un garçon malade qui est souvent attaché à une planche. Il apprécie la présence de Rémi et des animaux. Un marché est conclu. Rémi restera sur le bateau et il devra en échange faire ses numéros. Madame Milligan est veuve et elle a eu un autre fils disparu mystérieusement. Le frère de Madame Milligan, James, n'attend que la mort d'Arthur pour pouvoir hériter de la fortune de son frère. Après que Rémi ait réussi à faire apprendre une fable à Arthur qui n'y arrivait pas, il est le meilleur ami du petit garçon. Le bateau navigue sur le canal du Midi. Il est bientôt temps pour Rémi de partir rejoindre son maître resté emprisonné à Toulouse, mais Arthur veut que Rémi reste. Madame Milligan écrit à Vitalis afin qu'il vienne à Sète pour les rejoindre, afin qu'elle puisse lui demander de lui céder Rémi. Rémi et les animaux vont chercher Vitalis à la gare. Vitalis arrive à faire en sorte de convaincre Madame Milligan de laisser partir Rémi. Le garçon doit faire ses adieux à Madame Milligan et à Arthur. Madame Milligan veut récupérer Rémi en faisant une demande à ses parents. Cependant, Rémi a peur qu'elle apprenne qu'il s'agit d'un enfant trouvé. Rémi reprend sa vie d'avant avec difficulté. Il recherche le bateau sur les rivières, mais il ne le retrouve pas. Il cherche le Cygne sur les quais de Lyon, ville où il passe plusieurs semaines. Le froid et le vent rendent leur montée à Paris pénible. À cause du mauvais temps, Vitalis change d'avis. Avant d'aller à Paris, ils vont se rendre à Troyes. Pris dans une tempête de neige, ils s'abritent dans une hutte. La nuit, les deux hommes gardent à tour de rôle le feu. Quand c'est au tour de Rémi, le garçon s'endort. Des cris les réveillent. Zerbino et Dolcet ne sont plus là, ils ont été emportés par des loups. De retour à la hutte, ils voient que Jolicoeur a disparu. Effrayé par les cris, il s'est caché dans un arbre. Rémi va le chercher. Jolicoeur s'est refroidi. Vitalis se rend au prochain village et choisit une bonne auberge. Vitalis va faire venir un médecin pour hommes aux singes. Ce docteur lui fait une saignée. Il leur faut de l'argent. Pour cela, ils doivent donner une représentation avec seulement un enfant et un chien. Les voyant se préparer pour un spectacle, Jolicoeur veut lui aussi se préparer. Cependant, comme il est malade, on lui fait garder la chambre de l'auberge. La troupe doit gagner 40 francs, ce que Rémi et Capi n'arrivent pas à faire seuls. Pour gagner plus d'argent, Vitalis chante. Il le fait tellement bien qu'une dame tient à le remercier en personne. Vitalis explique qu'il ne fait que copier un grand chanteur chez qui il a travaillé en tant que domestique. Quand ils reviennent à l'auberge, ils retrouvent Jolicoeur mort avec son costume de général. Ils se remettent en route vers Paris. La marche est difficile à cause des mauvaises conditions météorologiques de l'hiver. Vitalis veut qu'ils se séparent pour le restant de l'hiver. Rémi sera chez un padrone qui l'enrôlera avec d'autres enfants pour jouer de la harpe. Vitalis donnera des leçons de musique aux enfants italiens et il pourra éduquer 2 autres chiens. Ils arrivent à Paris. Rémi n'a jamais vu de ville aussi miséreuse. Rémi est conduit auprès de Garofoli qui est le padrone. Vitalis le conduit à un appartement misérable. Garofoli et les enfants ne sont pas là. Il y a seulement un garçon à grosse tête nommé Mattia. Ce dernier fait à Rémi un portrait peu reluisant de Garofoli. Il prend des enfants à son service pour qu'ils lui rapportent de l'argent, soit en faisant de la musique, soit en montrant des animaux. Des coups attendent ceux qui rapportent une somme en dessous de 40 sous. Garofoli a cadenassé la marmite afin que Mattia, qui s'occupe de la cuisine, ne puisse pas manger en secret.
Affamé, Mathia ne peut que sentir l'odeur de la nourriture, ce qui est torturant pour lui. Mathia souhaite soit être à l'hôpital, où il sera mieux traité qu'ici, soit mourir, ce qui l'empêcherait de continuer cette vie. Les enfants reviennent avec leurs instruments de musique et avec leurs animaux. Garofoli revient lui aussi. Il a un livre de contes dans lequel il écrit ce que les enfants lui doivent. S'il manque de l'argent, un enfant est chargé de donner des coups à l'autre enfant. Ce jour-ci, plusieurs enfants lui doivent quelque chose. Ils sont fouettés. Les cris des enfants dérangent Garofoli qui les menace de plus de coups s'ils ne se taisent pas. Avant que la punition ne soit finie, Vitalis vient et en voyant la scène, il embarque Rémi avec lui. Ils se rendent à Gentilly pour aller dans une carrière dans laquelle Vitalis a déjà dormi. Une fois sur place, ils s'aperçoivent qu'elle est murée. Ils retournent à Paris où Vitalis a l'espoir de se faire arrêter par des sergents de ville afin de ne pas avoir froid. Vitalis, malade depuis un certain temps et fatigué de sa marche dans le froid, se couche au sol. Rémi s'endort auprès de Vitalis. Il se réveille dans un lit. L'habitation appartient à un jardinier qui s'appelle Aquin. Cet homme cohabite avec ses 4 enfants, Alexis, Benjamin, Étienne et Lise qui est une petite fille muette. Cette famille lui apprend que Vitalis est mort de froid. Le chien Capi a suivi le cadavre de son maître. Rémi veut repartir voir son maître et gagner sa vie en jouant de la harpe dans les rues. Le jardinier lui propose de travailler pour lui contre le lit et la nourriture. Capi revient. Monsieur Aquin emmène Rémi au bureau du commissaire car la police a des questions à lui poser sur Vitalis. Rémi ne sait pas grand-chose sur lui. Ils se rendent chez Garofoli pour en savoir plus. Le vrai nom de Vitalis est Carlo Balzani. C'était un grand chanteur. Quand il a perdu sa voix, il a changé de nom. Tombant dans la misère, il est devenu montreur de chiens savants. Rémi commence son travail de jardinier qui est difficile. L'hiver, comme il ne jardine pas, il lit. Il transmet son savoir à Lise, qui est la personne avec laquelle il se lie le plus. Au mois d'août, le père Aquin prévoit une vente importante de fleurs. Ces dernières sont toutes prêtes et les dates de leur vente sont proches. Le père décide qu'ils iront tous dîner chez un de leurs amis. Sur place, ils s'aperçoivent qu'un orage se prépare. Ils rentrent en vitesse à la maison. La grêle se met à tomber. Quand ils arrivent, c'est déjà trop tard. Les grêlons ont cassé tous les panneaux vitrés. La maison et le jardin ont été achetés à crédit. À cause des dégâts, le père ne pourra plus rembourser son crédit et il va perdre son jardin et sa maison. Le père va passer 5 ans en prison car il n'a pas assez d'argent pour rembourser ses dettes. Après l'arrestation, Catherine, qui est la sœur du père Aquin, vient et elle décide du sort des enfants. La famille sera séparée. Lise ira chez tante Catherine dans le Morvan. Alexis ira chez un oncle qui est mineur à Vars dans les Cévennes. Benjamin ira chez un oncle qui est jardinier à Saint-Quentin. Et Étienne ira chez une tante à Esnande. Rien n'est prévu pour Rémi car il n'a pas de famille. Il va continuer à faire les routes et il ira de ville en ville pour leur rendre tour à tour visite. Rémi passe par la prison de Clichy voir le père Aquin. En passant par la rue Mouffetard, il aperçoit Mathia. Ce dernier lui dit que Garofoli est en prison après avoir fait mourir un garçon pour l'avoir trop battu. Lui-même a été à l'hôpital, puis dans le cirque Gassot d'où il s'est fait renvoyer. Rémi lui achète de quoi manger. Mathia voulait vendre son violon pour de l'argent. Mathia demande à faire partie de sa troupe. Rémi accepte. Rémi part de Paris. Il veut retourner chez Mère Barberin. À une noce, les 2 garçons jouent ensemble. Mathia joue ensuite du cornet à piston. Ils récoltent la somme incroyable de 28 francs. Ils se rendent ensuite à Corbeil, où Rémi fait des acquisitions pour Mathia et pour lui-même. Les affaires marchent bien. Rémi veut acheter une vache à offrir à Mère Barberin pour remplacer la vache qu'elle a dû vendre. Cependant, comme il n'a pas assez d'argent, il décide d'aller se rendre à Vars pour avoir la somme nécessaire. Les affaires fonctionnent bien, et il ne lui manque plus que 22 francs pour acheter la vache. Ils arrivent à Vars, qui est une ville minière. Ils sont à la recherche de l'oncle d'Alexis, qui est ouvrier mineur. Ils se rendent à une mine où ils voient l'oncle Gaspard et Alexis difficilement reconnaissables car recouverts de saleté. Alexis raconte à Rémi toutes les horreurs des mines. Curieux, Rémi voudrait descendre voir, mais il ne pourra y descendre que si il y travaille.
Rémi n'en a pas envie et il projette de repartir. Alexis a un accident, ce qui l'empêche de travailler durant un certain temps. Rémi propose de le remplacer. Il découvre alors la mine et il apprend des choses par le magister qui est un savant autodidacte. Un jour qu'il est descendu dans la mine, une pluie diluvienne fait déborder une rivière qui inonde la mine. Beaucoup de mineurs en meurent. Ils sont 7 survivants. Il y a le magister, Rémi, l'oncle Gaspard, 3 piqueurs nommés Pagès, Compérou et Bergoût, ainsi qu'un rouleur nommé Carori. Ils ne doivent leur servir qu'à la présence d'une cloche d'air. Ils creusent des paliers dans la roche. Alors que d'autres s'abandonnent au désespoir, le magister reste optimiste et il essaie de donner de l'espoir aux autres. Il explique qu'il faudrait selon lui environ 8 jours pour que l'on creuse jusqu'à eux. Des hommes ont survécu sans nourriture bien plus longtemps. Le bruit d'ébène d'épuisement rassure les hommes car cela signifie qu'on ne les a pas laissés tomber et que des efforts sont effectués pour les sauver. Quand ils arrivent à communiquer avec l'extérieur, ils apprennent qu'ils sont restés sous terre durant 14 jours. Les noms des survivants donnés rassurent certaines familles, mais en désespèrent d'autres. Tous les 7 sont remontés à la surface. 2 jours plus tard, Rémi se promène de nouveau avec ses amis. Rémi et Mathia reprennent la route. Rémi continue de donner des leçons à son ami. Mathia apprend vite la musique, ce qui n'est pas le cas des lettres. Rémi n'est pas si bon instructeur que cela. Il se fâche vite et il y a beaucoup de questions auxquelles il ne sait pas répondre. Mathia veut prendre une leçon auprès d'un vrai maître pour avoir des réponses à ses questions. Ils décident de trouver un vrai maître à Mende. À l'auberge où ils descendent, ils entendent parler d'un homme qui donne des leçons de musique et qui s'appelle Monsieur Espinassous. Quand ils se rendent chez cet homme, ils se rendent compte qu'il est aussi un barbier. Tandis qu'ils se font couper les cheveux et tailler la barbe, Mathia lui pose des questions. Après avoir entendu Mathia jouer, Monsieur Espinassous lui propose d'être son maître et il lui dit qu'il va en faire un grand musicien. Mathia refuse car il veut rester avec Rémi. Grâce à sa manière d'amadouer les gens, Mathia arrive à faire gagner à Rémi beaucoup d'argent. Rémi décide qu'il y a maintenant assez d'argent pour acheter la vache. À Ussel, ils font appel à un vétérinaire pour être sûrs d'avoir une bonne vache. Ils dépensent tellement d'argent pour leur achat qu'ils sont obligés de travailler à Ussel pour avoir de quoi manger. Quand Mathia veut jouer un air, la vache prend peur et elle retourne en courant au village. On ne laisse pas les 2 enfants reprendre la vache car on pense qu'ils l'ont volée. Ils sont emprisonnés puis interrogés par le juge de paix. Rémi apprend que Madame Barberin est toujours vivante et que son mari est retourné à Paris. Le juge ne prend de bonnes dispositions que lorsque Rémi lui parle de l'accident de la mine. Les 2 garçons sont relâchés. Ils vont voir Madame Barberin. Ils profitent de son absence pour faire entrer la vache dans l'étable. Quand Madame Barberin rentre, elle reconnaît Rémi. Mère Barberin dit que son mari est parti à la recherche de Rémi car la vraie famille de Rémi veut le retrouver. Rémi veut se rendre à Paris à la recherche de Monsieur Barberin qui seul possède des informations sur cette famille. Rémi repart avec Mathia. Ils veulent faire un crochet et rendre visite à Lise à Drosy. Rémi veut acheter un cadeau à la fillette. Il lui achète une poupée et un ménage. Sur place, Rémi se rend compte que Lise est bien traitée par son oncle et par sa tante qui se comportent avec elle comme si c'était leur vraie fille. Rémi quitte rapidement Lise car il doit aller à Paris. Mathia a peur de rencontrer Garofoli car il craint que cet homme le force à travailler encore pour lui. Les 2 garçons se séparent et ils se donnent rendez-vous pour plus tard. Rémi fait le tour des logeurs chez lesquels il devrait trouver Monsieur Barberin. On lui signale que Garofoli ne sortira de prison que dans 3 mois. En se rendant dans un hôtel, quelqu'un lui dit que Monsieur Barberin est mort il y a 8 jours à l'hôpital. Après avoir été chercher Mathia, Rémi revient à l'hôtel pour y loger. Rémi va rendre visite au père de Lise. Rémi pensait qu'en retrouvant ses parents riches, ces derniers auraient pu payer une somme qui aurait permis de libérer M. Aquin. M. Aquin apprend à Rémi que M. Barberin a été le voir, mais que cet homme ne lui a pas dit d'éléments précis sur les parents qu'il cherche. Il lui recommande de rester à l'hôtel où ses parents pourraient chercher à le joindre. Rémi reçoit à l'hôtel une lettre de sa mère. Elle lui joint une lettre de M. Barberin. Dans celle-ci, M. Barberin parle des personnes chargées de retrouver Rémi. Ces personnes habitent Londres.
Mathia veut l'accompagner en Angleterre. Grâce au cirque, il maîtrise quelque peu la langue. Ils arrivent à Londres et ils se rendent chez Grave and Gallery. Un homme les conduit chez ses parents dont le nom de famille est Driscoll. On l'amène à sa famille, mais cette rencontre n'a rien de fabuleux comme il se l'était imaginé. Au lieu de personnes riches, Rémi se retrouve chez des marchands ambulants. Monsieur Driscoll lui raconte qu'il y a 13 ans, Rémi a été enlevé par une femme qui voulait se marier au père. Cette femme a emporté le bébé jusqu'à Paris. Ce n'est que proche de la mort que cette femme a dit où elle avait mis l'enfant. À partir de ce moment-là, la famille a donc pu commencer leurs recherches au bon endroit. La nuit, Rémi est réveillé. Il se rend compte que les deux hommes apportent des ballots au père qui sont rapidement cachés sous une trappe. Une fois seul, Mathia, qui était lui aussi réveillé cette nuit, confie à Rémi que les membres de cette famille sont des voleurs. Rémi dit à Mathia de partir en France. Mathia veut que Rémi parte avec lui. Rémi pense qu'il ne peut pas partir car ses parents sont ici. Mathia pense que ces gens-là ne sont pas sa famille. Monsieur Driscoll veut que Mathia et Rémi continuent leur musique et que Capi donne des représentations avec ses deux fils. Un jour que Rémi se promène avec Capi, le chien vole des bas de laine. Il comprend que la famille a fait de Capi un voleur. Rémi reçoit une lettre de sa mère dans laquelle elle lui décrit les vêtements qu'il portait quand il a été retrouvé bébé. Quand Rémi pose la question au père Driscoll au sujet des vêtements qu'il portait au moment de sa disparition, le père lui décrit exactement les vêtements décrits par mère Barberin. Mathia pense que Rémi a été volé par M. Driscoll et non l'inverse. Un jour que Rémi est seul avec son soi-disant père, un gentleman vient les voir. Il s'enquiert de la santé de Rémi et il semble déçu de sa bonne santé. Mathia, qui a entendu la conversation entre M. Driscoll et le gentleman, a dit à Rémi que le gentleman est l'oncle d'Arthur. Ce dernier n'attend que la mort de Rémi et celle d'Arthur pour pouvoir hériter. Dans Londres, Rémi et Mathia rencontrent Bob, que Mathia a connu lorsqu'il a travaillé au cirque Gassot. Il demande à Bob des renseignements sur où il pourrait trouver une certaine Madame Milligan, mais hélas, ce nom est trop courant en Angleterre pour que l'on retrouve cette personne sans d'autres indices. Rémi et Mathia partent à différents endroits d'Angleterre avec M. Driscoll pour vendre des marchandises volées. Mathia dit à Rémi qu'il ferait bien de partir tant qu'il ne lui est pas encore arrivé de malheur, mais Rémi ne se décide pas. Les deux garçons rencontrent Bob au champ de course. Bob a besoin de musiciens car ceux qui l'attendaient l'ont lâché. Rémi et Mathia acceptent de les remplacer le lendemain. Une perche tombe sur le pied de Mathia. Il ne peut pas marcher, il passera la nuit dans la voiture de Bob. Rémi revient à l'auberge mais il apprend que son père est déjà parti. Il revient dormir au cirque. Le lendemain, il voit Capi tenu en laisse par un policeman. Ce dernier veut arrêter Rémi car il pense que ce garçon s'est infiltré dans une église avec un adulte la veille. La preuve est que le chien qu'ils ont laissé dans l'église reconnaît son maître. Rémi est emprisonné et il passe rapidement devant le juge. L'avocat pense que le chien a pu être enfermé dans l'église car le bedeau était trop saoul pour s'en apercevoir. Le jugement est reporté aux assises. Mathia et Bob donnent une représentation près de la prison. Mathia dit les mots « demain matin au petit jour ». Le lendemain matin, Bob passe à Rémi un papier avec sa sarbacane. Rémi apprend que demain il sera transféré dans une autre prison. Il prendra le train et il devra sauter quand le train aura un ralentissement. C'est ce qu'il fait le lendemain. L'opération marche et il retrouve Capi, teint en jaune, Bob et Mathia. Ils sont conduits à Littlehampton. Le frère de Bob a un bateau et il accepte de faire passer Mathia et Rémi en France. De retour dans son pays, Rémi suit les fleuves et les canaux pour retrouver Arthur. Un bateau tel que le Cygne ne passe pas inaperçu. Si bien que grâce aux témoignages de personnes qu'ils rencontrent, ils peuvent suivre le bateau. Quand ils arrivent à Dreuzy, les deux garçons ne trouvent ni Lys, ni sa tante, ni son oncle. Ils apprennent que l'oncle est mort noyé. La tante est partie en Égypte pour être nourrice et Lys se trouve sur le Cygne. Ils finissent par retrouver le Cygne, mais il est abandonné. Madame Milligan a pris une calèche pour aller jusqu'en Suisse. Son but était de s'installer au bord du lac de Genève. Arrivés sur place, Mathia et Rémi font de la musique.
Lise reconnaît une des chansons de Rémi qu'elle se met elle aussi à chanter. Lise s'est mise à parler. Au moment de retrouver Madame Milligan, Rémi et Mathia s'aperçoivent que James est avec elle. Mathia va alors parler seule à Madame Milligan. Cette dernière vient ensuite voir Rémi qui lui explique la situation. Madame Milligan prend aux deux garçons un logement dans un hôtel. 5 jours plus tard, les garçons sont invités à se rendre chez Madame Milligan. Mère Barberin y est aussi avec les vêtements de bébé de Rémi. Madame Milligan a aussi une lettre d'aveu de Monsieur Driscoll. Démasqué, l'oncle sort de la maison. Les années passent. Rémi habite en Angleterre, au Milligan Park, qui est le manoir de ses pères. Il s'est marié à Lise. Il a invité au baptême de son fils appelé Mathia toutes les personnes qui l'ont aidé durant cette histoire. Il veut leur remettre le récit de son aventure. Après le dîner, Mathia et Rémi jouent et chantent comme autrefois. Le chien Capi fait la quête. La somme gagnée servira à fonder une maison de secours et de refuge pour les petits musiciens des rues. Mathia veut ajouter la somme qu'il recevra de son premier concert à Londres. Sans famille est le titre du roman. Or, Rémi a plusieurs pères et plusieurs mères. Comme mère, il a sa nourrice, Madame Barberin. Il a également Madame Milligan. Comme père, il a Monsieur Barberin, Vitalis et le jardinier Aquin. Comme frère, il a Arthur, mais il a aussi Mathia qu'il considère comme son frère. Mère Barberin, tout en l'aimant, ne lui offre pas tout ce dont il a besoin. Il est un enfant chétif dont on doute de sa capacité au travail. Il est trop materné dans son cocon. Il ne travaille pas, ne va pas à l'école, ne connaît pas les villes qui entourent son village. Vitalis est le premier à apporter de la vigueur à Rémi qui, jusque-là, en manquait. Les animaux ont une grande importance dans ce roman. Ils sont érigés au même rang que les hommes. Ils apparaissent souvent comme plus intelligents qu'eux, plus sensibles, plus aptes à comprendre certaines choses. Le roman traite de 2 sortes d'injustices. Il y a le peu de cas faits à certaines classes sociales. Par exemple, Vitalis va en prison, Rémi va 2 fois en prison. Il y a également le peu de cas que l'on faisait des enfants. Ils sont vendus, maltraités, ils travaillent jeunes. Le destin est choisi par leurs proches. Rémi a, dans sa malchance, de la chance. Il a été élevé par mère Barberin comme un fils. Il aurait pu être vendu à quelqu'un de pire que Vitalis. Il a échappé à Garofoli. Juste après la mort de Vitalis, il rencontre le jardinier Aquin. Mademoiselle Milligan le rencontre juste après l'arrestation de Vitalis. Bref, Rémi fait toujours les bonnes rencontres au bon moment. Rémi a finalement eu une éducation qu'il n'aurait pas eue en restant paysan. Il sait lire, il sait faire de la musique, il connaît la géologie, la géographie, les langues, etc. Rémi va connaître plusieurs métiers. Avec le métier de saltimbanque, il doit faire face aux intempéries. Avec le métier de jardinier, il doit faire face à la difficulté de cultiver la terre, dont le résultat est soumis aux caprices de la météo. Avec le métier d'ouvrier des mines, il doit faire face aux risques d'explosion liés aux grisous et aux inondations. Le métier de saltimbanque est le plus proche de la liberté. Il vaut mieux être dehors qu'enfermé sur terre ou sous terre. Rémi préfère la pauvreté et l'honnêteté plutôt que la malhonnêteté. À la fin de l'histoire, toutes les personnes malveillantes ont connu un mauvais sort. Elles ont toutes en commun l'appât du gain. Il y a M. Barberin, par exemple, il y a M. Barberin qui mort à Paris, qui, au fond, a vendu Rémi bien plus pour récupérer de l'argent et éviter d'avoir une bouche de plus à nourrir. Il a également accepté de recueillir Rémi en espérant avoir une récompense de la part de sa famille riche. Il y a également M. Driscoll, qui est déporté au-delà des mers. Enfin, il y a James, qui devra son pain à ceux qu'il a persécutés et dont il a voulu la mort. J'allumai vivement une chandelle et je cherchais Joli Cœur, surpris de ne pas l'entendre. Il était couché sur sa couverture, tout de son long. Il avait revêtu son uniforme de général, et il paraissait dormir. Je me penchai sur lui pour lui prendre doucement la main sans le réveiller. Cette main était froide. À ce moment, Vitalis entrait dans la chambre. Je me tournai vers lui. « Joli Cœur est froid. » Vitalis se pencha près de moi. « Hélas, dit-il, il est mort. Cela devait arriver. Vois-tu, Rémi, j'ai été coupable de t'enlever à Madame Milligan. Je suis puni. Zerbino, Dolce,
Aujourd'hui, joli cœur, ce n'est pas la fin.